Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une connexion vraiment passionnante, mais souvent sous-estimée en pratique clinique. Le lien entre le diaphragme et la lombalgie non spécifique. On va décortiquer ça ensemble en se basant sur des données solides pour éclairer notre approche thérapeutique. Alors, voilà le programme. On va partir du constat de la lombalgie, puis on explorera l'anatomie fascinante du diaphragme. Ensuite, on verra ce que la science dit sur le lien entre souffle et douleur. Après, on passera au concret, comment évaluer tout ça, comment rééduquer, pour finir sur une vision vraiment intégrée de la prise en charge. C'est parti. Commençons par un chiffre qui frappe. La lombalgie chronique, ça touche jusqu'à 23% de la population mondiale. C'est juste énorme. C'est une des toutes premières causes d'incapacité, un vrai défi pour des millions de gens et bien sûr, un enjeu majeur pour nous, professionnels de la santé. Face à ça, on est toujours en quête de nouvelles pistes, n'est-ce pas? La question qui va nous guider aujourd'hui est la suivante. Et si, au-delà de tout ce qu'on fait déjà sur la zone lombaire, et si une partie de la solution se cachait dans un mécanisme aussi simple, aussi fondamental que la respiration? Ok, alors explorons cette fameuse connexion. L'idée ici, c'est vraiment de dézoomer, de sortir de cette vision un peu tunnel sur les muscles et les vertèbres du bas du dos pour s'intéresser à un acteur central, mais qu'on a tendance à oublier, le diaphragme. Mais alors, pourquoi lui? Pourquoi le diaphragme est-il si crucial? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord regarder sa structure. Ce n'est pas juste un muscle pour respirer, loin de là. C'est un véritable pilier, un soutien pour la colonne lombaire. Et ce qui est incroyable, ce sont ses connexions anatomiques directes. Regardez ça. Le diaphragme il ne flotte pas dans le vide. Il est solidement ancré sur les vertèbres lombaires. Le pilier droit s'en sert jusqu'en L3, voire L4. Le gauche jusqu'en L3. Et via les ligaments arcuates, il est lié à L1, au psoas, au carré des lombes. Il forme littéralement un pont, un aubanage qui stabilise activement le tronc par l'avant. Et cette stabilisation, elle n'est pas que passive, elle est aussi dynamique. C'est là que ça devient passionnant. Le diaphragme, il agit comme un piston. À chaque inspiration, il descend, il pousse sur les organes, et ça augmente la pression à l'intérieur de l'abdomen. Cette pression intra-abdominale, la PIA, crée une sorte de coussin d'air, un caisson rigide, qui vient gainer le tronc de l'intérieur et qui diminue les contraintes sur les disques. C'est un mécanisme de stabilisation absolument fondamental. Bon, on a vu l'anatomie, la biomécanique, passons maintenant aux preuves cliniques. Concrètement, est-ce que cette fonction respiratoire a un impact sur la douleur? Pour ça, on va se pencher sur l'étude Diaphragma, qui est très éclairante. Regardons un peu ces chiffres. L'étude a trouvé des corrélations statistiquement significatives. En clair, une plus grande expansion abdominale, qui est le reflet d'un bon fonctionnement du diaphragme, eh bien c'est directement lié à une meilleure capacité pulmonaire. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi corrélé à un seuil de douleur plus élevé en L4, L5. Autrement dit, plus le diaphragme fonctionne bien, moins la zone est sensible à la douleur. Et logiquement, ça se répercute sur une meilleure qualité de vie. Et la conclusion de l'étude, elle est limpide. Elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas une simple coïncidence, il y a une association claire et nette. Une mécanique respiratoire qui fonctionne moins bien est un marqueur clinique associé à une douleur plus forte et à une qualité de vie dégradée chez les patients qui souffrent de lombalgie non spécifique. Tout ça nous amène à un concept vraiment central, celui de la matrice respiratoire posturale. Le point clé à comprendre ici, c'est que la respiration et la posture, ce ne sont pas deux systèmes qui vivent leur vie chacun de leur côté. Non, ils sont totalement interdépendants, intégrés. Et le diaphragme, il est en plein cœur de cette matrice. Il a un double job, assurer la ventilation et la stabilisation. Et forcément, quand l'un des deux est défaillant, ça impacte l'autre. D'accord, mais en tant que clinicien, comment on fait pour évaluer cette matrice de façon concrète et objective au cabinet? Passons aux outils pratiques. La syrtométrie, c'est un outil tout simple, accessible et fiable. Le principe, on prend un mètre ruban et on mesure la circonférence à 3 niveaux. D'abord à l'inspiration maximale, puis à l'expiration maximale. La différence entre les deux, c'est l'amplitude d'expansion. Les mesures au niveau xiphoïdien et abdominal, elles, sont particulièrement intéressantes pour objectiver la mobilité du diaphragme. C'est un super moyen de chiffrer une limitation et de suivre les progrès. Maintenant, pour une analyse plus fine, l'échographie, c'est vraiment l'outil de choix. Le mode B, il nous permet de voir la morphologie du muscle, de mesurer son épaisseur au repos et à la contraction. Mais c'est surtout le mode M qui est génial pour la fonction. Il va mesurer l'excursion, c'est-à-dire le déplacement vertical du diaphragme. Là, on peut vraiment quantifier précisément sa mobilité.
Et là où l'échographie devient un outil thérapeutique puissant, c'est avec le biofeedback. Quand le patient voit son propre diaphragme bouger en temps réel sur l'écran, il comprend immédiatement ce qu'on attend de lui. C'est comme un miroir interne. Ça transforme une consigne un peu abstraite en un retour visuel direct, et ça accélère de façon spectaculaire l'apprentissage neuromusculaire. Bon, l'évaluation est faite, les dysfonctions sont identifiées. Maintenant, la grande question, comment on intervient? Quelles sont les stratégies de rééducation? L'approche se doit être intégrée. On ne mise pas tout sur une seule technique. On va souvent combiner de la thérapie manuelle pour redonner de la souplesse au tissu, de l'entraînement spécifique pour renforcer le diaphragme, des exercices de respiration guidée pour reprogrammer le cerveau, et bien sûr le biofeedback pour être sûr que le recrutement est optimal. Mais attention, il y a un point absolument fondamental. Une règle d'or. On libère avant de renforcer. Avant de demander au diaphragme de travailler plus fort, il faut être certain qu'il peut bouger librement. S'il est bloqué, que les fascias autour sont tendus, les exercices de renforcement ne feront qu'activer les mauvais muscles, les compensations dans le cou et les épaules. La thérapie manuelle n'est donc pas une option, c'est un prérequis. Il faut préparer le terrain. Et voilà, très concrètement, ce qu'on cherche à obtenir et ce qu'il faut à tout prix éviter. À gauche, le bon recrutement. Une expansion à 360 degrés, le ventre qui sort, les basses-côtes qui s'ouvrent, une respiration calme. Et à droite, la compensation classique, la respiration qui monte, les épaules qui se haussent, le cou qui se tend. Notre rôle, c'est précisément de guider le patient pour qu'il passe du modèle de droite au modèle de gauche. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour notre pratique de tous les jours? Assemblons les dernières pièces du puzzle. Voici les 4 messages clés à emporter. Premièrement, non, la fonction respiratoire n'est pas un détail. Elle est directement liée à la douleur et à la qualité de vie. Deuxièmement, évaluer le diaphragme, ça nous donne des infos pronostiques précieuses. Troisièmement, rajouter des techniques respiratoires à nos traitements classiques peut vraiment améliorer nos résultats. Et enfin, le plus important, il faut arrêter de penser en silo. Il faut adopter une vision globale, une approche qui traite le postural et le respiratoire comme les 2 faces d'une même médaille. Je termine donc avec cette question, une question pour la réflexion de chacun. Au vu de ces éléments, la prochaine fois qu'une personne se présente au cabinet pour une lombalgie non spécifique, est-ce que son diaphragme fera partie du bilan? Merci beaucoup.